Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. L'Algérie a été choisie pour le grand remplacement, le vrai grand remplacement. Et quand je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi il me parlait comme ça, il m'a donné un coup de poing, mais très violent. Soupçonné d'avoir porté des coups à une enseignante qui lui aurait demandé de retirer son voile. Il y a une certaine partie de la population française qui est vraiment à l'extrême gauche et qui ne supporte pas qu'on soit en contradiction avec leur avis. Plusieurs pays pourraient disparaître sous les flots d'ici 10 ans si le réchauffement de la planète se confirme. Aujourd'hui, on part à la recherche de l'Atlantide. Les Maldives, les Seychelles, les Caraïbes, les Pays-Bas, les îles sous le vent et bien d'autres nations risquent d'être pratiquement englouties. Rien n'est gratuit sur Waterworld. Et que deviendrait Venise, déjà bien menacée? Nous sommes en guerre. C'est terrible, on va vous en parler dans l'émission. Oui, des tas de villes seront sous les eaux. Des tas de villes, Venise va disparaître. On est tout ça à cause du réchauffement climatique. Oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. Non, c'est pas nouveau, ça vient pas de sortir. Mais auparavant, on va vous parler d'une guerre. Encore une guerre, ça suffit les guerres. Eh ben oui, mais là c'est une guerre économique entre la Chine et le cognac. Oui, les Chinois, ils sont pas du tout contents qu'on taxe leurs voitures électriques et ils vont donc taxer notre cognac et notre armagnac. La guerre est déclarée. Évidemment, ce n'est pas sanglant, mais ça peut l'être. Et puis, nous allons parler aussi de ce qui se passe aujourd'hui sur justement l'apocalypse now. Alors, voilà, c'est fini, le monde va disparaître, l'homme est en train de tuer le monde, etc. Vous vous rappelez de Greta Thunberg, how dare you? On va essayer d'en parler avec un mathématicien essayiste, Benoît Ritaud, qui n'est pas du tout sur cette longueur d'onde et qui explique ce qui se passe vraiment de ce point de vue-là, alors qu'on vit en plein délire, effectivement, de fin du monde. Et puis tout le reste, évidemment, les déclarations du président algérien Abdelmajid Tebboune, qui ne veut pas venir en France. Pour la 4e fois, il annule sa visite et il explique pourquoi c'est intéressant. Et puis tout le reste, évidemment, la guerre des gangs. Formidable. C'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'un bail ou qu'un pied-à-terre ou qu'un bail commercial. Le point de drogue, ça vaut beaucoup plus. Abandonnez vos histoires immobilières et consacrez-vous à acheter un point de deal. Ça marche du tonnerre de Dieu. On va vous expliquer pourquoi. Et dans le face-à-face, on va expliquer pourquoi la France, une partie de la France, devient de plus en plus Orange Mécanique avec l'avocat Pierre Gentillet. Attachez vos ceintures, bien en sécurité. C'est parti. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, ce n'est rien à côté de ce qui se passe entre la Chine et le cognacé. Vous savez, le pays qui produit cognac, les filières cognac et armagnac. Ça flambe, écoutez. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Nuit câline, nuit d'amour, nuit d'ivresse. Eh oui, nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, nuit d'ivresse. Et ivresse, les Chinois s'enivraient au cognac et à l'armagnac. Ça se vendait admirablement et patatras. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les autorités chinoises viennent d'annoncer à partir du 11 octobre prochain, là, tout de suite, eh bien, ils vont mettre des droits additionnels à l'importation pour toutes les boissons spiritueuses à base de vin originaire de l'Union européenne. Des taxes, oui, toutes les boissons à base de vin originaire de l'Union européenne, autrement dit, principalement le cognac, l'armagnac et les brandis. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Chinois? Eh bien, ils exigent de la part des importateurs la mise en place de cautions correspondant au niveau des droits annoncés le 29 août dernier, soit une moyenne de 35% d'addition, plus 35% d'impôts sur les exportations pour nous de cognac, d'armagnac et compagnie. Pourquoi? Évidemment, vengeance. Ils veulent répondre aux décisions prises par l'Europe le 4 octobre, là, très récemment, en faveur de la taxation des voitures électriques chinoises. Alors voilà, vous nous taxez nos voitures électriques, vous allez voir ce qu'on va faire avec vos importations. Bonjour Jérôme Sourisseau. Bonjour. Bonjour Monsieur Sourisseau, vous êtes viticulteur, vous êtes maire de Bourg-en-Charente et vous êtes président de l'agglomération du Grand Cognac. Donc vous connaissez cette musique qu'on aime bien, le cognac et l'armagnac, franchement.
pas vous le cacher, on aime bien. Et on a l'impression, on se rappelle comme ça, la grande bagarre de Trump quand il était président des États-Unis avec les Chinois. C'était pour d'autres importations et exportations, mais ça a bardé. Et alors là, de quoi s'agit-il exactement ? On a un peu expliqué, mais c'est vraiment une espèce de revanche ou de réponse des Chinois aux taxations des voitures électriques. C'est bien ça ? C'est exactement ça. En fait, depuis que la Commission européenne a lancé une enquête anti-dumping sur la vente de véhicules électriques chinois sur le marché européen, le gouvernement chinois a lancé une enquête anti-dumping sur les maisons de cognac situées évidemment dans notre territoire. C'est une enquête qui est menée depuis le mois de janvier, qui a nécessité de très gros investissements de la part des maisons de cognac pour répondre à toutes les questions du gouvernement chinois. Oui. Évidemment, c'est un engagement financier très important pour démontrer d'abord sur le fond du sujet, en étant sur le fond, qu'il n'y avait pas de dumping. Mais en fait, ce sujet nous dépasse complètement parce que, comme vous l'avez évoqué, c'est un sujet en fait de politique, de guerre commerciale, de bras de fer entre deux continents, entre un pays et un continent. Et aujourd'hui, le cognac, comme souvent, vous l'avez dit, vous adorez le cognac et je vous en félicite. C'est un symbole de la France. Et dans son histoire, on a souvent été l'objet d'otages, d'enjeux qui nous dépassent complètement et qui est donc utilisé à chaque fois comme menace pour essayer d'obtenir une meilleure négociation ou en tout cas d'essayer de gagner le bras de fer. Donc c'est très dommageable pour la filière. C'est une filière qui fonctionne, qui est très structurée, mais évidemment, et qui existe sur le continent asiatique depuis le début du 19e siècle. C'est une vieille histoire. Oui, c'est ça. Il faut rappeler cela. Voilà. Il faut rappeler cela, oui. Mais justement, donc, si je comprends bien, Jérôme Sourisseau, vous dites qu'en fait, vous servez de prétexte et vous servez de proxy, comme on dit aujourd'hui dans un domaine géopolitique, à une lutte qui, comme vous dites, non seulement vous dépasse, c'est-à-dire on fait une lutte politique, on fait une lutte et on utilise, on dit ah bon, maintenant on va voir, on va jouer avec le cognac, on va jouer avec ceci, avec cela. C'est presque, vous êtes en fait, vous assistez presque impuissant à une lutte qui n'est pas la vôtre. Et c'est exactement ça. Et c'est terrible. Et c'est terrible parce qu'il y a un sentiment local en plus que le gouvernement, l'État va au bras de fer. La région a demandé dans un premier temps au moins de demander à la Commission européenne un mois supplémentaire pour essayer de négocier, pour essayer de trouver des compromis, des choses qui permettraient. Malheureusement, le vote a eu lieu la semaine dernière. La France ne s'est pas abstenue, contrairement à l'Allemagne ou d'autres pays. Elle a voté pour la taxation et vraiment on le regrette parce que c'est un gros travail que l'on mène entre les acteurs de la filière, les élus locaux, de rendez-vous parisiens, d'expliquer la situation. Et c'est une filière qui est exportée à 98%, qui est extrêmement positive dans la balance commerciale de la France. Et on en a besoin. Ne cassons pas ce bijou entre nous. Et donc, essayons de trouver des compromis jusqu'au bout. C'est ce qu'on a essayé d'obtenir. Oui, alors vous dites, c'est intéressant, vous dites que la France a voté pour la taxation. J'allais dire, elle est allée pas en faveur de la Chine, en disant oui, écoutez, vous pouvez taxer effectivement l'armagnac, le cognac et les brandies. La France a voté pour ou pas ? Elle a dit à la Commission européenne, oui, on y va, on taxe tout de suite les voitures chinoises. C'est ce qu'a dit l'État français. Ah d'accord, oui, sans attendre, oui. Voilà. Mais en fait, la Chine s'attaque, évidemment, il dit les vins de l'Union européenne. Enfin, l'armagnac et le cognac, ce n'est pas dans toute l'Europe. C'est le moins que l'on puisse dire, effectivement. Non, clairement, la cible, compte tenu des critères qui sont posés, la cible, c'est le cognac qui est visé à 99%. Alors maintenant, la Chine commence à élargir sur le porc, sur le lait, sur d'autres denrées que la France exporte. Alors là, c'est aussi extrêmement catastrophique, mais on sent qu'il y a une volonté d'élargir dans ce bras de fer commercial qu'il y a entre les deux. Et en fait, c'est ça, et le bras de fer est entre l'Europe, la Commission européenne et la Chine, pas seulement la France, mais la France, ce que vous dites, peut être l'une des principales victimes de cette guerre commerciale. Clairement, à cet instant, c'est le cognac. La très grosse victime, on doit représenter à peu près 98% des conséquences, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Donc, clairement, c'est le cognac qui est visé. Combien vous vendez en Chine ? Enfin, vous savez, quelle est la proportion, justement, parce que je sais que c'est très populaire en Chine, le cognac, l'armagnac et autres. Combien vous vendez ? Enfin, combien... En gros,
si je dois vous symboliser des très grandes masses, modulo les fluctuations des dernières années, il y a 200 millions de bouteilles qui partent de cognac par an, 50% aux États-Unis, 30% en Chine. Ah ouais. Et avec une spécificité, donc 30%, vous voyez, c'est 60 millions de bouteilles à peu près. Avec une spécificité, c'est que les Chinois adorent du cognac plutôt haut de gamme, vieilli, très travaillé. Donc c'est un marché très important pour la région parce que c'est un cognac où il y a de la plus-value. Plus que sur le marché américain, qui va être des cognacs plus à boire en cocktail, en accompagnement, etc. Donc c'est très complémentaire. En fait. Alors que les Chinois, préfèrent le cognac un peu déjà vieilli, comme on dit, enfin un peu de gamme supérieure. De gamme supérieure, d'accord. Et et puis quelques dizaines de millions, ce n'est pas négligeable. Et aujourd'hui, alors on est au statu quo où en fait les dates, ça y est, c'est-à-dire que on va vers le 11 octobre effectivement vers cette taxation de plus de 35%. Pour vous, les dés sont jetés, c'est joué, la partie est jouée ou pas? La position de la région, c'est qu'on va se battre jusqu'au bout. À cet instant, les opérateurs ont bien reçu la consigne de cautionner ces taxes. Donc, il va falloir qu'ils versent la somme. Alors, il y a encore je m'entretenais ce matin encore avec le président du Bureau national du cognac. Toutes les modalités techniques ne sont pas encore connues. Donc, il y a encore des choses à préciser. Tout le monde se bat. Il enchaîne les rendez-vous pour essayer d'obtenir une inflexion de la position européenne. On ne se permet pas de juger, nous, la bataille qu'il y a entre la Commission européenne et les Chinois et l'État chinois. On ne veut pas rentrer dedans. On veut simplement bien faire voir que nous n'avons pas, il n'y a pas de raison que nous soyons les victimes. Mais on ne veut pas, entre guillemets, parce que un des premiers, évidemment, éléments était de dire la Commission européenne va réfléchir comment accompagner le territoire s'il y a des mesures de rétorsion. Mais notre projet premier, nous, c'est de vendre du cognac. On ne demande pas d'argent public. C'est de maintenir nos marchés. Le cognac se vend à 98% à l'étranger. Et j'invite d'ailleurs... vous êtes amateur à ce que les Français redécouvrent ce fleuron français, vieux de plus de 300 ans. Mais nous, ce qu'on demande, c'est simplement de faire commerce, qu'on ne soit pas entravé et qu'il n'y ait pas besoin d'argent public, parce qu'en ce moment, en plus, l'argent public, quand même, est assez rare et recherché. Oui. Comme vous le savez, 3300 milliards d'euros de dettes, tout va bien. Nous sommes vraiment absolument... nous regorgeons d'argent, nous regorgeons de liquidités. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, vous savez, et au-delà du cognac, mais c'est très important, c'est que ce sont les fleurons français. Que les fleurons français, que ce qui fait notre force d'exportation encore, non seulement le luxe, mais un certain nombre de valeurs, un certain nombre de produits, on a l'impression qu'on est prêt à les brader. C'est ça qui... Franchement, alors je parle à titre personnel, mais c'est ça qui étonne, quoi. Au lieu de se dire, on va essayer de se battre, simplement, encore une fois, je ne veux pas revenir sur Trump. Alors vous allez me dire, c'est l'Amérique, on ne sait pas la France, mais les États-Unis, quand il y a eu le bras de fer entre les États-Unis et la Chine, tout le monde disait, mais ça y est, on peut rien faire avec les Chinois, c'est fini. Ils se sont pas inclinés, ils ont joué. Alors, est-ce que nous avons, nous, les moyens, tout le problème, la France ou l'Europe, de jouer un vrai bras de fer où nous allons nous incliner? That is the question. Oui, et souvent, on n'a jamais gagné à ces guerres commerciales. Le compromis est toujours souvent la meilleure solution quand on regarde dans l'histoire. La sensation qu'on a un petit peu, c'est qu'il y a une confusion. Les grandes marques de cognac appartiennent à des groupes mondialement connus, qui sont en général des groupes avec une surface financière extrêmement importante. Je pense qu'il peut y avoir le biais de juger, de dire, ils vont assumer. Ils vont assumer ce risque que nous prenons dans ce bras de fer face aux voitures électriques. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que la répercussion, évidemment, elle sera sur ces entreprises qui appartiennent à des groupes, mais elle sera aussi sur les 4200 viticulteurs, sur les 70 000 emplois indirects qui sont concernés par la filière cognac sur l'ensemble des 2 départements de Charente et de Charente-Maritime. S'il y a moins de volume, demain, c'est moins de produits vendus par les viticulteurs dans une région qui globalement se débrouille toute seule, n'a pas eu trop besoin d'aide par le passé, a su à peu près toujours gérer ses équilibres, et c'est ça les conséquences. C'est pas uniquement sur les grandes maisons et les grands groupes qui ont peut-être les capacités d'absorber un choc. C'est que derrière, c'est moins de matières premières
Donc c'est les viticulteurs qui sont concernés derrière. Et c'est bien ça, et c'est bien le problème, et c'est bien pourquoi le problème est politique. Et c'est pour ça qu'il faut que les politiques aussi vous entendent, nous entendent, et se disent que il faut bien voir, ce n'est pas uniquement parce que c'est très joli quand on dit, vous savez, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Si, c'est cher quand l'État paye, parce que l'État, c'est nous. Merci, Monsieur Souriceau. Merci, bonne journée. Et si vous voulez réagir ou poser une question, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, pardon, 0826 300 300. Dans quelques instants, André Berkoff reçoit Benoît Ritaud, enseignant-chercheur en mathématiques et auteur de Mythes et légendes écologistes, juste après ça. Sud Radio. Dans tous mes États, pas moi vraiment, c'est le président algérien Abdelmajid Tebboune qui n'est pas content du tout et qui vient de faire un discours très fort, très violent. Mais après tout, c'est son choix le plus strict. Sur effectivement ce qui se passe entre l'Algérie et la France. Écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses États, les perles du jour. One, two, three, viva l'Algérie. One, two, three, viva l'Algérie. One, two, three, viva l'Algérie. One, two, three, viva l'Algérie, effectivement. Et c'est intéressant parce que le président algérien est un adepte du grand remplacement. Comment ? Vous n'allez pas me dire que Abdelmajid Tebboune suit Renaud Camus. Non, c'est pas possible. Vous racontez n'importe quoi. Eh bien, écoutez ce qu'il vient de dire à des journalistes d'une télévision algérienne. Écoutez. L'Algérie a été choisie pour le grand remplacement, le vrai grand remplacement. Chasser la population locale pour amener une population européenne. Combattre l'islam pour christianiser l'Algérie. Et en faire une terre européenne. Avec des massacres. Avec une armée de Charles X génocidaire. Alors voilà, massacre, génocide, effectivement, christianiser l'Algérie, donc il parle de 1830, bien sûr. Ben écoutez, ça ne s'arrange pas en ce moment entre l'Algérie et la France. Visiblement, il y a un problème. Il y a un problème très fort. Il y a un problème qui n'est pas du tout réglé. Et j'espère quand même qu'un jour... le président algérien, il y a ce problème aussi avec ce qu'on appelle les privilèges accordés effectivement à un certain nombre d'Algériens depuis 1968 et surtout depuis 2017. Franchement, on espère qu'entre l'Algérie et la France, écoutez, l'Algérie est indépendante depuis 1962, on espère vraiment que ça s'arrange. Enfin, on ne doit pas passer à refaire la guerre qu'il y a eu, et heureusement aujourd'hui moins sanglante et moins mortifère, enfin on ne va pas encore une fois rentrer en guerre. Vraiment, qu'il y ait raison gardée des deux côtés, et on l'espère vraiment, on ne va pas recommencer à faire grand emplacement, massacre et génocide de part et d'autre. Ça suffit, halte au feu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sud Radio Berkoff dans tous ses États. C'est la gueule aux diseurs, tendre, l'horreur du Serge Gainsbourg, Les enfants de la chance, et il dit casser la gueule aux dealers, oui, enfin, une chanson qui date d'il y a 40 ans, plus. Eh bien, je vais vous dire aujourd'hui, vous savez ce qui marche dans l'immobilier ? Non, c'est plus les appartements neufs, ce n'est plus les maisons à rechercher. Non, c'est les points de deal. Les points de deal, c'est les points où effectivement un certain nombre de gens se réunissent pour vendre et acheter. Les consommateurs de drogue et les dealers de drogue. Eh bien, ça marche, mais fantastique, vous savez. Mais alors là, on dit que l'économie française se barre. Là, pas du tout. Pas du tout. À Rennes, un exemple. Les points de deal sont en vente entre 800 000 €
et 3 millions d'euros. Oui, le bail commercial, le bail, vous voyez, c'est-à-dire le bail. Certains d'entre eux, des points de deal, brassent un chiffre d'affaires de 80 000 euros par jour. Voilà. C'est intéressant, hein. Voilà, les marchés des stupéfiants, voilà, maintenant, c'est des fonds de commerce. Oui, les fonds de commerce, ça veut dire, écoute, voilà, moi j'ai une très belle clientèle, voilà, ça me rapporte tant comme chiffre d'affaires, et bien voilà, écoute, si tu veux, ben tu me payes 800 000, 1 million, ah ben écoute, c'est intéressant, c'est très 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 bien, voilà. C'est-à-dire que au fond, on est dans une économie de la drogue, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, ça se professionnalise. Voilà, maintenant, il y a, vous savez, les barrières, vous savez, il n'y a plus de frontières à Schengen et compagnie, l'Europe, il n'y a plus, mais il y a des frontières, on va faire des frontières autour de la Tour Eiffel, etc. Mais là, voilà, on fait des frontières autour des points de drogue, ça marche, entreprise illégale, structurée. Vous voyez, à Rennes, je vous ai dit, point de deal situé dans le centre commercial italien Bricchini, ont été proposés à la vente, je le répète, pour des sommes variant de 800 000 à 3 millions d'euros. La rentabilité, l'emplacement, la clientèle, oui, on fait un marketing. Excusez-moi, on fait un audit. Et voilà, ce sont de véritables PME. Non, ils ne sont pas dans le syndicat des PME, TPE, heureusement. Mais voilà, c'est les points de deal. Attention, c'est très intéressant. Ça peut rester ouvert 24 heures sur 24, voilà. Alors, pourquoi on vend des fonds de commerce? Ben, certains cherchent à quitter le milieu, d'autres aspirent à passer à un stade supérieur, etc. Voilà, ça s'appelle les points de deal. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a en tout cas une économie qui marche très bien. Et on va en parler avec l'avocat Pierre Gentillet. On va en parler de ça. On va parler de cette France, on dit Orange Mécanique, qui elle aussi, alors ces entreprises ne connaissent pas la crise. Au contraire, ils en vivent. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et je vous rappelle notre numéro, si vous voulez réagir, c'est le 826, pardon. 0826, décidément. 300, je vais pas y arriver. Et c'est Manu qui vous répondra. Et aujourd'hui, dans son face-à-face, André Berkov reçoit l'avocat Pierre Gentillet. Eh bien, bonjour Pierre Gentillet. Bonjour André Berkov. Écoutez, on est toujours content de vous recevoir. Et on vous reçoit parce qu'il se passe beaucoup de choses. On a beaucoup parlé des OQTF, on va en parler encore. Mais auparavant, je voudrais quand même vous faire entendre un certain nombre de sonores. Pierre Gentillet, et faire entendre évidemment à tous les auditeurs, à tous les résistants, à tous les auditeurs et les auditrices de Sud Radio, il se passe quand même des choses assez incroyables. Par exemple, militante vendredi, vous voyez tout ça, et je vous parle de faits qui se sont passés il y a quelques jours, encore aujourd'hui, ce matin. On appelle ça faits divers. Non, ce ne sont plus des faits divers. Par exemple, écoutez ce qui s'est passé pour une militante syndicat de la famille à Aix-en-Provence, vendredi 4 octobre. Écoutez. Nous avons commencé hier la manifestation à 15h30. Ça s'est bien passé. Nous avons fait un petit rassemblement, bon enfant, avec des gens de tous les âges. Qu'est-ce que vous entendiez dénoncer à votre banderole ? Le simple fait que la sexualité, tout le monde, ça concerne tout le monde, mais pas les enfants. Ça concerne les personnes adultes. Qu'on parle de sexualité aux enfants à partir du collège, c'est une chose, mais quand on dit école, ça sous-entend maternelle et primaire. Ce n'est pas l'âge, ce sont des enfants. Il faut les laisser s'amuser, leur apprendre à lire, à écrire, de manière ludique, pour qu'ils arrivent au collège en sachant au minimum lire et écrire. Enfin, un employé du rectorat de 31 ans est sorti, un des jeunes lui a donné un tract, il l'a pris, il l'a déchiré, il m'a insulté, et quand je lui ai demandé mais pourquoi il me parlait comme ça, il m'a donné un coup de poing, mais très violent. Voilà, donc elle distribuait un tract, elle expliquait pourquoi, cette mère de famille. Et bien voilà, on lui a, pour toute réponse, allez, un coup de poing, elle a dû aller à l'hôpital. Voilà, ça passe dans le cadre du libre débat d'idées, bien sûr. Alors, autre fait, Pierre Gentillet, le Champ de Mars. Eh bien, le Champ de Mars, eh bien, la Tour Eiffel, ça va être fermé. Ça va être fermé. Pourquoi ? Écoutez. Le fermer, pourquoi pas, ça permettrait de le protéger un peu plus et puis aussi protéger les habitants et aussi les touristes, même s'ils ne le savent pas encore. Avant de le fermer, pour l'association des Amis du Champ de Mars, il faut faire le maximum pour améliorer sa sécurité. Et après, si projet de fermeture il y a, il faudrait quand même qu'on puisse en discuter, comprendre ce que ça veut dire. On n'est pas à fond pour la fermeture, on est par contre effectivement pour garantir une meilleure sécurité sur le jardin public.
Des barrières tout autour du Champ de Mars, il y en a eu tout l'été pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Elles sont encore présentes, vous pouvez les voir pour permettre le démontage des sites d'épreuves. La mairie du 7e arrondissement n'a pas de choix arrêté quant aux barrières qui permettraient de fermer la nuit le Champ de Mars. Mais de toute façon, il faut trouver des solutions pour sécuriser. Une fermeture, certes, mais dans le respect des règles de l'urbanisme, évidemment. Ah, magnifique, une fermeture, certes, mais dans le respect des règlements de l'urbanisme. Attendez, vous imaginez Paris, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, l'un des phares, effectivement, des dizaines de millions de touristes qui vont du entier. Eh bien voilà, ça va être un champ retranché, ça va être un bunker, absolument. Parce que, voilà, des viols, des vols, des tabassages, pratiquement tous les jours. Voilà, ça se passe, effectivement, aujourd'hui, 2024, l'an de grâce. Je continue. Un professeur, ça se passe à Tourcoing, là. C'est BFM qui le raconte, notamment. Écoutez. Les faits qui sont donc reprochés à cette lycéenne qui se serait passée hier soir ici sont particulièrement graves. Elle a été interpellée à son domicile hier après-midi. Elle est soupçonnée d'avoir porté des coups à une enseignante qui lui aurait demandé de retirer son voile alors qu'elle quittait l'établissement. Voilà, et on pourrait raconter qu'effectivement, il y a donc des élèves qui ont pris le parti de l'enseignante et beaucoup d'autres élèves aussi qui ont pris le parti, effectivement, de celle qui a giflé ce professeur en lui disant « mais vous n'avez pas le droit de me demander d'enlever mon voile ». Voilà, là aussi, c'est encore aujourd'hui et hier soir, eh bien évidemment, encore un peu, le rodéo magnifique, voilà. Voiture de police incendiée devant le commissariat de Cavaillon, hier soir. Écoutez, encore BFM TV. Alors, on a comme information que ça s'est passé cette nuit. Ça a été constaté vers 5h du matin. Plusieurs véhicules de police qui ont été incendiés. Vous le voyez sur ces images. On en compte déjà au moins 4. Ce sont des véhicules qui sont soit siglés, soit banalisés. Celui-ci, vous le voyez, il est ce qu'on appelle un véhicule sérigraphié, c'est-à-dire qu'il porte les insignes de la police. On ne connaît pas l'origine de l'incendie pour l'instant. Ce que l'on sait, c'est qu'au moment où l'incendie se nourrit et se propage, il y a à l'intérieur du commissariat plusieurs gardes à vue en cours. La vie classique d'un commissariat. Et donc, les gardes à vue ont été évacués. On a dû évacuer le commissariat. Pas de blessés, ça c'est important de le dire, que des dégâts matériels. Voilà, on incendie effectivement un commissariat de police. Oui, bon, écoutez, voilà, vous allez pas, on va pas quand même en faire une. Ah bon, on va pas. Oui, et je rappelle simplement à propos de la Tour Eiffel, j'ai oublié de vous dire que le maire du 7e arrondissement et ministre de la Culture, Rachida Dati, a proposé donc lundi la fermeture nocturne du Champ de Mars. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais on a beaucoup de choses à dire avec Pierre Gentillet. Simplement, je rappelle, un chauffeur VTC mort, victime collatérale du narcotrafic. Le tueur présumé est âgé de 14 ans. Voilà. Un homme de 36 ans est tué par balle dans sa voiture. C'était le 4 octobre dernier. Voilà. Et l'homme a été tué par balle. L'adolescent interpellé et est placé en garde à vue. Voilà. Ça, c'est du narcotrafic, paraît-il. Alors, c'est intéressant. On dit ceci. L'adolescent tué mercredi a été tué dans le cadre de l'exécution d'un contrat pour lequel il avait été recruté pour 2000 € par un homme de 23 ans détenu au centre pénitentiaire de Luynes, près d'Aix-en-Provence. C'est-à-dire, voilà, on fait un contrat, on le provoque, tu vas avoir 2000 € et se présentant comme appartenant à la déesse mafia. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a vu effectivement les images un peu partout. Il y a la déesse mafia du côté de Marseille, comme il y a aussi la mort... DZ Mafia, oui c'est ça, du côté de Marseille, comme il y a la Morco Mafia du côté effectivement de Montpellier et ailleurs, voilà. Donc exécution de contrat, mafia et compagnie, voilà, on est au Chicago des années 30, le parrain est là, simplement il ne s'appelle plus Marlon Brando, mais il a et c'est très intéressant parce que à la suite de cette mort, le même détenu de Luynes, encore une fois je reste là-dessus, a commandité un second contrat pour se venger en recrutant un mineur de 14 ans pour aller tuer un membre de la bande des Blacks pour 50 000 € cette fois-ci. Voilà, 14 000 €, 50 000 €, et puis voilà, vous exécutez, vous me supprimez celui-là, tout va bien. Et enfin, je termine là-dessus, ce matin...
viol d'une jeune femme par un clandestin sous OQTF. Voilà, c'est mercredi, ce matin, effectivement, un individu marocain de 37 ans sous OQTF a été placé en détention après le viol d'une jeune femme avec usage d'une arme à Amiens. Voilà. Et ça, encore une fois, on pourrait vous en citer. Vous voyez, je n'ai cité que des exemples d'il y a quelques heures, quelques jours, et on pourrait en parler pendant des heures. Pierre Gentillet, au-delà des OQTF, au-delà de tout ça, est-ce qu'on a glissé dans quelque chose qui va devenir dans le quotidien, encore une fois, comme était le Salvador il y a 5 ans, comme sont un certain nombre de pays dits du tiers-monde ou pays en développement, on en est là, et on en est là en Europe. Qu'est-ce qui se passe, selon vous ? C'est un point de bascule. C'est-à-dire que nous sommes face à un choix, aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui, en fait, de plus en plus au fil des années. Il y a 2 choix, il n'y en a pas 36 000. Soit on considère que la situation face à laquelle nous sommes, et je reprends la liste de ce que certains appellent pudiquement des faits divers, c'est-à-dire qualifions-les, des crimes et des délits commis en France qui n'ont cessé d'augmenter en 30-40 ans. Seule chose qui a baissé, c'est les cambriolages. Bon. Soit on considère que cette explosion de la violence, cette explosion de l'insécurité, au fond, on doit s'y accoutumer. C'est un peu comme la météo, si vous voulez. Tant pis. Ouais, il pleut, mais c'est comme ça. Mais ça devient, j'insiste, et vis-à-vis de tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est à tous les Français de se poser cette question. C'est-à-dire, est-ce que nous voulons de cette société ? Est-ce que nous considérons qu'au fond, nous sommes dans une société à risque pour nous-mêmes, à risque pour nos enfants quand ils rentrent le soir, en particulier en milieu urbain. Et au fond, on va s'accoutumer à quelque chose qui n'existait pas dans ces dimensions il y a 50 ans, à quelque chose qui n'existe pas dans tous les pays du monde, qui n'existe pas en Europe de l'Est, qui n'existe pas dans nombre de pays d'Asie. Un des meilleurs exemples, c'est le Japon. Ou alors, on décide de réagir, justement. On décide de ne plus s'habituer à quelque chose... pardon, c'est évident, mais qui est inacceptable. Lola, c'est inacceptable. Crépol, c'est inacceptable. Ce qui s'est passé avec cette enseignante agressée parce qu'elle a demandé de retirer le voile, c'est-à-dire de faire appliquer les lois françaises, c'est inacceptable. Si on s'accoutume à ça, si on dit au fond, il y en aura toujours, c'est toujours comme ça, évidemment qu'il y aura toujours des crimes et toujours des délits. Évidemment qu'il y aura toujours des infractions au droit. Mais la question n'est pas là. La question est de savoir à quel niveau de tolérance on place le curseur. Eh bien, je pense qu'on doit le placer le plus bas possible. Alors, oui, mais Pierre Gentillet, très bien de lire ça. On va en parler justement. Qui doit faire quoi ? Comment réagir et de quelle façon? Est-ce que un certain nombre de gens, dont la politique, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, etc., comment? Parce qu'on voit bien ce sentiment d'impuissance. Comment y remédier, et remédier de manière claire et nette? On en parle tout de suite après cette petite pause. Et si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Berkoff, dans tous ses états, revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. La France orange mécanique, la France violente, bien sûr qu'il n'y a pas que ça, et heureusement qu'il n'y a pas que ça. Mais enfin, vous avez vu, vous avez entendu ce qu'on vous a donné comme sonore, etc. sur effectivement un climat, aller dans sauvagement, appelons-le comme on veut. Mais Pierre Gentillet, justement, vous disiez, oui, bon, voilà, c'est l'état des lieux, on le connaît, on en parle, etc. Mais que faire aujourd'hui? Je veux dire, on en est là, aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement, en principe, qui va bouger. Qu'est-ce que vous attendez, vous, par exemple, d'un Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur? À vrai dire, pas grand-chose, quand je sais qui est le ministre de la Justice, c'est-à-dire Didier Migaud. C'est, encore une fois, la réponse pénale, c'est une chaîne en 3 temps. La réponse de la police, la réponse de la justice et la réponse pénitentiaire. Ces 3 maillons sont indissociables les uns des autres. Donc si vous avez des arrestations qui se multiplient, que vous avez, mais que vous avez derrière une justice qui ne condamne pas, et qui ne condamne pas a fortiori parce qu'il n'y a pas de place de prison, parce que les prisons sont pleines, etc., etc., mécaniquement, on n'y arrivera pas. Ce que j'attends de ce gouvernement, j'écoute avec attention ce que dit Bruno Retailleau.
je le dis, sans difficulté, parce que je ne suis pas de ta famille politique. Mais c'est encourageant. Au moins dans les mots, c'est encourageant. Maintenant, words, oui. Voilà. Donc il s'agirait d'aller un peu plus loin, d'aller dans les actes. Et c'est là où on va avoir une difficulté. On est obligé de parler un peu de politique. Si Bruno Retailleau veut accélérer les expulsions, veut renforcer le dispositif pénal, mettre en place par exemple des lois sur les sur les peines planchées. On rappelle ce que sont les peines planchées. Dans le droit pénal, quand vous avez une infraction qui est définie, vous avez une peine. Les gens pensent que la peine, quand on vous dit par exemple c'est 10 ans ou 5 ans, par exemple 5 ans pour un vol, ce qui n'arrive jamais, disons-le clairement, en réalité c'est un maximum. Eh bien la philosophie des peines planchées, c'est de dire, à partir du moment où on a fixé un plafond, on peut aussi définir un plancher, à partir du moment, bien sûr, où la personne est reconnue coupable. C'est ce qui avait été fait sous Nicolas Sarkozy, des peines planchées. Donc Bruno Retailleau, s'il veut avancer sur ce dossier, très bien, mais va-t-il trouver la majorité pour ? Ça, c'est pas dit du tout. Et deuxièmement, c'est une loi qui va... Bien sûr, c'est une loi. C'est une loi. Et une loi suppose d'avoir une majorité de 289 députés, en tout cas, une majorité de députés au moment où est votée la loi. Et deuxièmement, j'en reviens toujours à ma marotte, vous me connaissez un peu, c'est que si cette loi est votée, encore faut-il demain qu'elle passe les fourches codines du Conseil constitutionnel. Ce qui n'est pas dit à ce stade. Donc il y a à la fois un obstacle politique et aussi un obstacle entre guillemets juridique, mais on peut saluer la volonté politique. Moi, sérieusement, si vous voulez que je vous donne mon avis, je pense que si vraiment on veut agir dans ce pays sur les questions d'insécurité, sur les questions d'immigration, c'est pas à coup de petites lois et à coup de mesurettes. Il faut vraiment repenser, refondre totalement l'édifice, et j'irai jusqu'au niveau constitutionnel. J'irai au niveau des traités européens, d'autres traités internationaux qui posent des normes, bien sûr, évidemment, qui s'appliquent aux législateurs français. Mais j'insiste aussi, les tâches constitutionnelles. Si vraiment on veut changer ce pays, je le dis, la situation que nous vivons ici, elle est dramatique. Il nous faut donc prendre des mesures qui soient adaptées, proportionnées à l'étendue des menaces. Et les menaces sont considérables. Oui, mais ça, ce que vous dites, et je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui seraient d'accord avec vous, ça veut dire un changement, je ne dirais pas un coup d'État, mais un changement profond. Un changement constitutionnel et un changement politique. Un coup d'État, c'est l'État qui décide de renverser la balance et de renverser les normes juridiques. Ici, il ne s'agit pas d'organiser un coup d'État, il s'agit simplement de consulter les Français à travers, par exemple, un référendum, vous voyez, typiquement, sur la question du droit du sol. Pourquoi pas aussi sur la question des peines planchées ? Parce que si les peines planchées sont adoptées non pas par une loi mais par référendum, alors le Conseil constitutionnel ne pourra pas s'y opposer. Alors les traités ne pourront pas s'opposer à cela. Vous voyez, il reste un instrument. Le référendum est plus fort. Le référendum est plus fort que tout. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Pour moi, c'est vrai que c'est une évidence en tant que juriste, mais l'outil normatif le plus important, c'est même pas l'outil normatif, c'est la décision juridique la plus importante, celle contre laquelle il n'y a pas de recours possible, celle qui dépasse toutes les autres, c'est la décision prise par référendum. Donc demain, s'il y avait un président de la République, il devrait légiférer par référendum. Ouais. Absolument. Vous savez, c'est la philosophie du général de Gaulle. C'est la philosophie de la Ve République. Au départ, la Ve République, surtout en 62, c'est une démocratie référendaire. On gouverne par le peuple. Et d'ailleurs, le général de Gaulle, quand il n'a plus le peuple en 69, lorsqu'il perd son référendum, il perd. Macron, il perd les élections législatives, il perd les élections européennes, il reste. Vous voyez, donc on n'est plus du tout là-dedans. En réalité, il faut un retour à l'origine de cette Ve République. Moi, je crois en la démocratie. Demos kratos, le pouvoir du peuple. C'est pas de la démagogie. Hein. Soit on est en démocratie, soit on considère qu'il y a une petite élite qui dit ce qui est juste. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut et que ce qu'on choisit. Soit on dit que la démocratie est un théâtre, mais d'accord, très bien. Soit on y croit. Moi, j'y crois. Pierre Gentillet, on va continuer à parler de tout cela. Et justement, entrer peut-être dans le vif du sujet, que peut-on faire au fur et à mesure s'il n'y a pas référendum, parce que, hélas, je ne suis pas pessimiste, mais ça m'étonnerait qu'on arrive à une majorité référendaire aujourd'hui pour le référendum, quel qu'il soit. On a vu le... C'est aussi un pouvoir constitutionnel, c'est aussi un pouvoir du président de la République. Oui. Le président de la République peut déclencher un référendum par le biais de l'article 11. Vous avez vu que depuis 2005, on n'a pas eu abondance en la matière. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais ça dépend du bon vouloir du président de la République, dont on peut un peu douter. Je vous le concède. Vous considérez. On se retrouve après cette petite pause.
Et aujourd'hui, dans son face-à-face, André Berkoff reçoit l'avocat Pierre Gentillet. Si vous avez une question, une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec l'avocat Pierre Gentillet et on essaie de voir au fond, par rapport à ce qui se passe, par rapport à, encore une fois, par rapport à la violence quotidienne, par rapport à l'ensauvagement, par rapport à l'impunité, mais à tous les niveaux, que ce soit sur le trafic de drogue, que ce soit sur les agressions, que ce soit sur le fait qu'on doit fermer le périmètre du Champ de Mars et la Tour Eiffel. Et oui, on va même maintenant, je ne sais pas, on va fermer tous les lieux touristiques. Et puis un peu partout, les attaques, les incendies de commissariat, etc., etc. Enfin, on pourrait vraiment rester un quart d'heure. On a parlé du référendum, Pierre Gentillet. Bon, en attendant le référendum, encore une fois, on ne va pas discuter de comment ça peut se faire. C'est évidemment souhaitable et ça, on est tout à fait d'accord. En attendant, qu'est-ce qui peut avancer aujourd'hui, que ce soit au niveau des OQTF, que ce soit au niveau des sanctions, que ce soit au niveau des arrestations, que ce soit au niveau de la mise hors d'état de nuire d'un certain nombre de gens qui visiblement ne pensent qu'à une chose, c'est de casser la baraque. Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire ? Alors, concrètement, si on ne passe pas effectivement par un référendum, parce que je précise que c'est quand même l'outil majeur, on peut quand même agir et on a un certain nombre de pistes. Je peux vous en donner. Allez-y. Alors, si on veut faire baisser les OQTF, déjà, d'où on part ? On part, donc, OQTF, obligation de quitter le territoire français. C'est une décision administrative, d'accord ? C'est une décision administrative qui est prononcée par une autorité administrative. En réalité, ce qu'on voit, c'est que dans 93% des cas, elles ne sont pas exécutées. Ça veut dire que les gens ne sont pas reconduits ou ne partent pas tout simplement pour retourner dans leur pays d'origine. Donc comment faire en sorte que ce chiffre de 93% passe sensiblement à 1-2% ? Alors, plusieurs pistes. Première piste, vous avez à peu près 20% des obligations de quitter le territoire français qui tombent devant les juridictions administratives. Elles tombent pour des vices de forme, d'accord ? Et elles tombent aussi parce que les avocats avancent un certain nombre, et les avocats, je m'empresse de le dire, s'appuient sur le droit existant, oui, avancent un certain nombre d'arguments juridiques qui consistent à mettre en balance le droit à mener une vie familiale normale, parfois un certain nombre d'autres droits, je ne vais pas faire un catalogue, mais en tout cas, ça varie, mais c'est entre 15 et 20% des obligations de quitter le territoire français qui sont prononcées tombent là-dessus devant les juridictions administratives. C'est minoritaire, mais c'est quand même une part importante. C'est pas mal. Voilà. Par ailleurs, il y a une autre donnée que les gens ne connaissent peut-être pas là-dessus, c'est qu'une obligation de quitter le territoire français, vous avez un délai dans lequel cette obligation est enferrée. Ce délai est d'un an. Ouais. Absolument, ce délai est d'un an. Ça signifie donc que vous prononcez votre QTF aujourd'hui. Si dans un an, vous n'avez pas quitté le sol, l'OQTF, en fait, de toute façon, elle est caduque. Ouais. Donc, si la police vient vous chercher au bout d'un an et un jour, elle ne peut pas vous expulser dans votre pays d'origine parce que l'OQTF est caduque. Donc, elle dure un an. Je précise aussi autre chose, c'est que quand l'OQTF est prononcé, systématiquement, enfin très souvent, on a un recours devant le tribunal administratif. Le recours, le droit des étrangers en matière administrative, c'est le premier contentieux. Vous voyez, quand on dit que l'immigration a un coût, ça a un coût considérable, ça engorge nos tribunaux. En moyenne, c'est 3, 4, 5, parfois 6 mois de délai devant la juridiction administrative. Pour avoir la réponse du tribunal. Pour avoir la réponse du tribunal. Et dans cette attente, vous n'avez pas à être expulsé. Donc vous voyez bien qu'on peut faire traîner comme ça. Donc premièrement, ce qu'on pourrait faire tout de suite, à travers une loi, c'est faire passer ce délai d'un an, au bout duquel l'OQTF est caduque. On pourrait la faire passer par exemple à 3, 4, 5 ans. Ou premier élément. Ou 10 ans, ou 20 ans, soyons fous. En tout cas, l'augmenter sensiblement. Ça, c'est la première mesure à faire. Deuxième élément. L'OQTF, pourquoi est-elle prononcée ? Elle est prononcée dans 3 cas de figure. Elle est prononcée soit parce que votre demande de visa a été refusée, soit parce que votre demande d'asile a été refusée, soit parce que vous avez été contrôlé en situation irrégulière par un policier. Il arrive parfois qu'on vous mette dans des CRA, des centres de rétention administrative. Le problème, c'est que ces centres de rétention administrative qui représentent, je ne veux pas dire de bêtises, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont
j'ose pas dire incarcérés, mais qui sont retenus. Parce qu'encore une fois, on n'est pas face à du droit pénal. Hein. Ces gens-là n'ont pas commis un délit, commis un crime quand on a une OQTF. En tout cas, pas systématiquement. Ils sont illégalement sur le territoire français. Ils sont illégalement sur le sol français du fait, effectivement, de cette OQTF qui est prononcée. Et ils sont placés temporairement en attendant leur expulsion. En centre de rétention. Oui. En centre de rétention administrative. Mais ces centres de rétention administrative, ils sont pleins. D'accord ? Et deuxièmement, la durée de détention de ces centres de rétention administrative est limitée à 90 jours. Le ministre Retailleau a parlé de faire passer cette détention à 180, voire 210 jours. Il est vrai qu'il y a un cas dans lequel on peut dépasser 90 jours, c'est le cas où on suspecte que la personne qui est retenue est liée à un mouvement terroriste. Ouais. Voilà, c'est un cas particulier. Donc on pourrait augmenter effectivement ce délai de détention, mais encore une fois, il faut construire plus de places de CRA. Ça, c'est évident. Mais première piste... aujourd'hui, les centres de rétention sont... complètement saturés. Sont saturés, puis sursaturés. Complètement saturés. C'est pour ça qu'on ne peut pas, j'ose pas emprisonner, mais qu'on ne peut pas mettre en détention administrative ces personnes. Et par ailleurs, pourquoi ces gens sont mis dans des CRA, dans des centres de rétention administrative? Parce qu'on attend d'avoir l'accord du pays d'origine pour expulser. Vous ne pouvez pas envoyer un avion et larguer par parachute tout le monde. C'est pas possible. Voilà. De toute façon, c'est pas souhaitable. Donc, là-dessus, il y a un bras de fer évident avec les pays d'origine. Il y a un pays qui est très connu pour ça, avec lequel on a de très mauvaises relations diplomatiques, et qui est un des pays dans lequel on a le plus de ressortissants à expulser, c'est l'Algérie. Les relations se sont considérablement dégradées depuis que la France a reconnu que le Sahara occidental était un territoire marocain. Ça, c'était une grande avancée. Je pense d'ailleurs on peut s'en réjouir. Bon, donc l'Algérie veut faire un bras de fer avec nous et dans le chantage permanent. Là-dessus, encore une fois, il y a des décisions politiques à prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement. On peut dénoncer la convention signée entre la France et l'Algérie en 1968. Cette convention, ce traité, prévoit des facilités de visa, des facilités au regard du regroupement familial, bref, qui simplifient les démarches pour les ressortissants algériens qui voudraient venir en France. Cette convention, on peut la dénoncer. On peut la dénoncer. On n'a pas besoin de l'avis de l'Europe pour ça. Absolument pas. C'est un pouvoir souverain. Et l'accord entre Bernard Kouchner et son homologue algérien de 2007 ? Alors c'est un accord qui se rajoute, je connais pas le détail. Je sais que le traité le plus, je veux pas m'avancer dans ce que je connais pas, le traité le plus important là-dessus, et qui d'ailleurs été pointé par un ancien ambassadeur de France en Algérie, c'est ce traité, c'est cet accord de 1968. Ouais. Par ailleurs, il y a d'autres moyens sur lesquels nous pouvons appuyer pour précipiter la cohabitation de nos homologues algériens, avec lequel nous espérons que nous aurons un jour de bonnes relations. En tout cas, moi, je l'espère. Il faut évidemment. Le but, c'est d'avoir de bonnes relations avec tout le monde. Mais si nous n'avons pas ces bonnes relations, écoutez, nous pouvons bloquer les transferts d'argent, nous pouvons suspendre la délivrance de nouveaux visas. Et je vous garantis, pour en avoir discuté, je vous dis avec des diplomates sur ce sujet, qu'il y a matière à très sensiblement changer l'attitude de l'Algérie à notre égard. Je rajoute aussi une autre donnée dans la balance. Il y a une vingtaine de consulats algériens en France. Ces consulats servent pour faciliter la délivrance de visas, de laissez-passer, etc. Eh bien, on peut réduire significativement ce nombre de consulats, qui est de 18 ou 20, je crois, à 3 ou 4. Voilà ce qu'on peut faire. Mais encore faut-il le vouloir. Oui, faut-il, si le consentement des États à retrouver leurs ressortissants ne se fait pas, eh bien, il y a des armes de rétorsion. Il y a des armes de rétorsion, elles existent. Oui, et tout ça, Pierre Gentillet, ne dépendent pas, j'y reviens, ni de l'Europe, ni du président de la République. Elles dépendent de la volonté du gouvernement, c'est-à-dire du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur. Si ces trois ministres se mettent d'accord sur tous ces points que je vous ai évoqués à l'instant, alors on peut renverser la tendance. Ouais. Donc oui, c'est une question de volonté politique. Et ça, je ne vais pas dire que ça se fait en un claquement de doigts, mais ça se fait en quelques semaines. Mais le claquement de doigts est pas mal non plus. Le droit aussi, oui, c'est vrai. Je le sens faire exprès, j'ai fait un bon lapsus. Et nous avons un auditeur en ligne qui souhaitait vous poser une question. C'est Marc-Antoine de Paris. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour monsieur. Bonjour André Berkoff et bonjour à votre invité.
On vous écoute, Marc-Antoine. J'ai une question, enfin j'ai une réflexion et une question. Ça fait depuis Giscard d'Estaing et Barre qu'on est soumis au Conseil constitutionnel et puis après à la CEDH. Oui, Commission européenne des droits de l'homme. Ce sont des gens qui sont constitués, c'est bizarre, de gens qui vont toujours à l'encontre de l'histoire de France, du peuple français, de la France et même du pays réel actuel. Comment ça se fait ça? C'est quand même curieux. Il n'y a jamais des gens qui sont d'accord avec le pays réel, qui sont au Conseil constitutionnel. Alors, c'est une question, ça. Je vais répondre. Effectivement, je rejoins votre constat, cher monsieur. Et effectivement, il y a une certaine opposition par rapport au pays réel, comme vous dites. Eh bien, ce monde légal, ce pays légal, si vous voulez qu'on poursuive dans les références, a sa vision du droit. Et vous avez mentionné deux institutions particulièrement importantes, la CEDH et le Conseil constitutionnel. Je ferai simplement une correction. Vous dites que la CEDH, en tout cas vous parlez aussi du Conseil constitutionnel, est puissant sous Giscard d'Estaing et sous Barre. En tout cas, a été institué sous Giscard d'Estaing et sous Raymond Barre. En réalité, il existe depuis 1958. Mais il est vrai qu'à partir de 1971, et à l'époque ce n'était pas Valéry Giscard d'Estaing, c'était Georges Pompidou, le Conseil constitutionnel, par une décision très connue, a décidé de devenir non plus simplement le juge de la Constitution, mais le juge des droits et libertés. Il s'est intéressé aux droits des individus. Ça avait l'air fantastique, mais en réalité, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à des décisions catastrophiques comme les décisions Cédric Héroux, qui est passé en 2008 et qui a permis à ce passeur de migrants qui aujourd'hui peut héberger, alors qu'avant c'était un délit, c'était dicté par la loi, mais le Conseil constitutionnel a dit non, cette loi est contraire à la Constitution. Voilà, donc là-dessus, les juges constitutionnels ont effectivement une vision de ce qui est juste, en opposition manifeste avec ce que pense la majorité des gens. Encore une fois, la difficulté, pour une raison très simple, c'est parce que ces gens-là s'imaginent être l'élite éclairée et ont la vision pour eux qui est la vision de la justice. C'est mieux que vous ce qui est bon pour vous. Savez, au fond, c'est un peu le débat qui s'est précipité il y a 2 semaines. J'en étais ravi avec les propos de Bruno Retailleau sur l'état de droit, qui ont fait beaucoup jaser. Au fond, quelle est la question ici? C'est sommes-nous en démocratie? C'est-à-dire, qui dirige? Est-ce que ce qui dirige, ce qui doit diriger, ce qui doit présider à la destinée de notre nation, c'est la décision du peuple souverain exprimée par les élections, par référendum, etc. Ou alors, ce que considèrent 9 juges, si on prend l'exemple du Conseil constitutionnel, comme étant juste. Voilà, moi je considère... Ces 9 juges sont-ils toujours du même avis? Les juges sont toujours du même avis, cher monsieur. Alors pas toujours, mais il y a une homogénéité, il y a une homogénéité qui est évidente. À la fois, je dirais, pour une question sociologique, ils appartiennent, je vais faire du marxisme de bas étage, mais un peu à la même classe, donc il arrive qu'on partage un peu les mêmes opinions qui vont très péniblement du centre-gauche au centre-droit, dans ces milieux-là, et aussi par esprit de corporation, par formation, et aussi, si vraiment vous voulez qu'on aille dans le détail, parce que les juges en France et le Conseil constitutionnel ont une saine méfiance, ont une antique méfiance de tout ce qui s'apparente comme une aspiration populaire, parce qu'ils considèrent qu'il y a quelque chose de dangereux dans le peuple. Vous savez, il y a un petit livre qui a été écrit il y a une centaine d'années qui s'intitule Psychologie des foules de Gustave Le Bon, et qui a décrit la foule, qu'on confond assez aisément avec le peuple, comme un être irrationnel, comme un être passionnel. Et au fond, tout ça, ça dérive à la fin sur Adolf Hitler en 1933. Vous voyez, je pense que il ne faut pas aller trop loin. Quand non, même, mais je pense que non, mais c'est caricatural parce que je pense que dans l'esprit de ces élites, il y a l'idée que le peuple, c'est un être irrationnel, il y a quelque chose de dangereux. Moi je pense le contraire, je pense qu'il y a des affects profondément conservateurs dans le peuple. Et c'est ça qui fait qu'ils s'imaginent qu'ils ont une mission pour limiter la volonté du peuple. Quand Laurent Fabius s'exprime depuis quelques années, ce n'est que pour dire nous n'avons pas le droit de nous exprimer sur tel ou tel sujet, parce qu'ils se considèrent comme les gardiens de ce qui est juste. Il l'a encore dit sur le référendum, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a exprimé mieux que personne, c'est le dramaturge allemand Bertolt Brecht, qui a dit dans une de ses pièces, quand le peuple a tort, le gouvernement excédé décide de dissoudre le peuple. Bien sûr. Parce qu'on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Je crois qu'on a un autre auditeur. Nous avons encore un auditeur en ligne et c'est Philippe qui nous appelle de Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour maître Gentillet, bonjour. Bonjour monsieur. Je vais commencer par une remarque et un appel. À quand une mobilisation globale des droites actuelles à l'Assemblée nationale pour faire tout simplement des états généraux de la sécurité? Ça c'est un thème important parce que là on arrive à l'inacceptable.
En fin de compte, les gouvernements, quand même, ont toujours fait, pour info, un référendum, mais inversé in vitro, par le 49.3. Alors, ah oui. Une question pour le référendum du gouvernement, c'est le 49.3 pour vous. Oui, Philippe, oui, je comprends. C'est-à-dire qu'ils tiennent la barre, en vrai. Oui, une question pour Maître. Oui, allez-y. Est-ce que, d'après vous, l'utilisation donc du 49.3 et des ordonnances est-elle possible et réalisable comme promis au peuple et pour l'instant non réalisé? C'est-à-dire, attendez. Mais vous voulez utiliser le 49.3 ou une ordonnance sur quel sujet, cher monsieur? Alors, les ordonnances, apparemment, le gouvernement peut gouverner par ordonnance et prendre des décisions, on va dire, unilatérales. Voilà. Oui, mais pour gouverner, alors je vous réponds tout de suite là-dessus, et après on parlera des états généraux de la sécurité. Alors là, c'est deux choses différentes. Vous avez le 49.3. Le 49.3, c'est ce qui permet au gouvernement de passer un texte en force, sauf si derrière une motion de censure est votée par la majorité des députés. Plus que la majorité, en réalité, c'est pile 289 députés. Mais pour légiférer par ordonnance, il faut quand même, si vous voulez, c'est pas le gouvernement qui décide de lui tout seul de légiférer par ordonnance. Il faut derrière que l'Assemblée nationale donne son aval et qu'il n'y ait pas une motion de censure qui soit votée là-dessus, qui soit votée à ce propos. Or, aujourd'hui, au moment où nous parlons, je ne suis pas sûr que le gouvernement ait cette capacité pour obtenir une délégation du Parlement afin de légiférer par ordonnance. La majorité n'existant pas vraiment, le gouvernement est en état de minorité, donc ça me paraît assez compliqué. Et les états généraux de la sécurité. Et d'un mot sur les états généraux de la sécurité, je vous rejoins tout à fait, cher monsieur. Je pense que ça fait partie effectivement des priorités, mais attention, si on dit états généraux, moi, je vous prends au pied de la lettre. Les États généraux, qu'est-ce que c'est? Les États généraux, c'est ce qui est réuni par le roi de France et ce qui conduit d'ailleurs à la Révolution française en 1789. C'est-à-dire que là, on arrive à un étage qui est un étage quasi constitutionnel. Je reviens encore à Marotte. Donc ça veut dire qu'on va se donner les pleins, j'insiste, les pleins moyens d'agir. C'est-à-dire qu'on va renverser la table. Moi aussi, je signe, donc nous sommes déjà deux, pour mettre fin à ce fléau de l'insécurité en France, à cette multiplication de faits divers qui n'est pas en réalité du fait divers, mais bien un fait de société. Et encore faut-il que nous ayons une majorité pour avoir, pour se donner là-dessus les moyens d'agir sur l'insécurité à travers les mesures qu'on a évoquées ici, les peines planchées, durcir la répression, etc. La sécurité, c'est intéressant. Mais en ça, tout cas, de je signe aussi la chose, ça vaut le coup. Mais je suis d'accord. Comme il y aurait des états généraux sur l'insécurité, comme il y aurait des états généraux sur tout un. Enfin, ça, c'est des grands sujets. Déjà sur l'insécurité. Mais insécurité, bien sûr. Vous savez, commençons par point par point. Sinon, merci Philippe. On se retrouve. On se retrouve juste après la publicité. Et si vous avez une réaction ou une question, continuez à appeler au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre opinion. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec l'avocat Pierre Gentillet pour parler de cette France ensauvagée, qui nous donne, hélas, et vraiment, ça commence à bien faire tous les jours, et peut-être quelquefois plusieurs fois par jour, des preuves de l'impunité, de la violence, de tout ce qui est en train de se passer. On va pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais là, on est en train d'aborder des points très précis avec Pierre Gentillet, avec vous, auditeurs de Sud Radio. C'est que, comment faire? Et moi, je voudrais... Et personne ne le souhaite, en tout cas moi je le souhaite pas, Pierre Gentillet, mais est-ce que devant ce qui se passe, vous avez parlé des politiques, vous avez parlé des juges, vous avez parlé des policiers, vous avez parlé du triptyque, effectivement, pour sortir de cette ornière. Mais le citoyen, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut se dire, ah là, c'est terrible, regardez, je viens de voir ça à la télévision, c'est terrible, je viens de voir ça au coin de ma rue, c'est terrible, je viens de voir ça et qui est arrivé à des amis, à une fille de mes copains, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire? Franchement, est-ce qu'on peut, tout en étant, on n'est pas des bouts de feu, on va pas appeler à la violence, mais quand même, que messieurs les assassins commencent. Et on sait très bien que la peine de mort, elle s'applique tous les jours par des gens qui se foutent totalement de savoir s'il faut l'appliquer ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'encore une fois, la réponse est dans le terme que vous avez employé, le terme citoyen. Citoyen, ça veut dire que nous sommes membres de la cité. Nous sommes donc liés par un contrat qui fait que nous pouvons nous intéresser à la vie de la cité.
Alors vous pouvez rejoindre des partis politiques, mais il y a même encore plus simple et même peut-être plus sain, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous pouvez tout à fait vous investir dans des associations qui mettent en avant ce sujet. Je cite un exemple. L'Institut pour la justice, que vous connaissez, c'est une association. C'est aussi grâce, et je rends hommage à l'Institut pour la justice, à Pierre-Marie Sève, effectivement, et à tout le travail qui a été réalisé par ses équipes pour mettre en avant ce sujet sur les plateaux de télévision, auprès des radios, et faire en sorte qu'on considère que c'est une priorité nationale. Vous savez, ce n'est pas un hasard si les politiques aujourd'hui, comme M. Retailleau, parlent avec autant de véhémence de la question, et autant de conviction, presque on peut le dire, de la question de l'insécurité, parce que au préalable, il y a eu tout un travail en aval qui a été réalisé par ces structures-là. Donc si j'ai un conseil à vous donner, vous êtes des citoyens, vous avez le droit de vote, mais vous n'avez pas que le droit de vote, vous avez aussi le droit d'engagement. Donc engagez-vous, comme dirait l'autre. Alors moi, je voudrais poser une question qui fâche, mais qui nous fâche tous. Est-ce qu'il faut aller plus loin et sans prendre le second amendement de la Constitution américaine sur le port des armes, mais est-ce que, à un moment donné, est-ce que le citoyen, constitutionnellement, a droit à se défendre, puisque le droit de propriété est sacré, le droit de sécurité, etc. On le sait, c'est même dans la Déclaration des droits de l'homme. Oui, alors... Jusqu'où on va là? Et on peut, d'abord, jusqu'où on peut aller, parce qu'on n'en parle jamais de ça. C'est tabou, il ne faut pas en parler. Vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même. Ça, clairement, vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même. Il y a la légitime défense qui existe, mais la légitime défense, elle est très encadrée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une atteinte immédiate et imminente, un péril à votre sécurité. Vous voyez, quelqu'un qui arrive avec une arme et qui va vous planter, là où effectivement vous pouvez. Maintenant, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui sont tentés de se faire justice eux-mêmes parce qu'ils voient l'inefficience de notre système judiciaire, qu'ils voient l'impunité tous les jours, qu'ils voient les mêmes profils, les policiers tout simplement, qui vous racontent qu'ils arrêtent des gens un jour 1 et le jour 2, ils sont là à leur faire des bras d'honneur. Est relâché et effectivement là en train de narguer les policiers. Donc tout cela effectivement incite à se faire justice soi-même, peut-être aussi même à l'autodéfense. Moi, ma position, c'est plutôt une position un peu juste naturaliste, c'est de dire quand l'État est défaillant, quand la justice est défaillante, finalement le naturel revient au galop, les gens ont envie de se faire justice eux-mêmes. Et je les comprends, mais légalement, je ne peux pas les approuver parce que ce n'est pas possible. Évidemment, c'est impossible. En réalité, ce qu'il faudrait, c'est un sursaut des états généraux de l'insécurité et de la sécurité, comme mentionnait tout à fait votre auditeur tout à l'heure. Pour ça, il faut une prise de conscience. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez vous engager pour faire monter ce sujet dans différentes structures associatives et remettre les choses en ordre. Voilà, remettre les choses en ordre, ça paraît très intéressant. Le désordre établi, ça ne va rien régler. Merci Pierre Gentillet. Merci à vous, André Berkoff.